comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Aujourd'hui, je reçois Brigitte Chavas. Brigitte est engagée à différents titres dans la psychologie transpersonnelle en tant que thérapeute, formatrice, superviseuse et auteure. Elle organise depuis de nombreuses années des stages construits autour de la respiration holotropique que j'ai pu expérimenter à ses côtés à plusieurs reprises. Bonjour Brigitte. Bonjour Chloé. Je suis super heureuse d'arriver enfin à te discuter avec toi. Brigitte, on se connaît depuis 16 ans. J'avais fait un stage de respiration holotropique et puis après j'en ai même fait 2-3 et puis après on s'est perdu de vue. Donc je suis vraiment hyper contente de te retrouver, d'échanger avec toi et que tu puisses nous partager la richesse de ton savoir et ton expérience. Moi aussi, je suis très contente de t'entendre, Chloé, parce que je me souviens très bien de toi. C'était au début de ces fameux stages ados et jeunes adultes. Et voilà, et je suis ravie de voir qui tu es devenue, tout ce que tu fais. Ça me rend joyeuse et ravie de te parler ce matin. Eh ben super. J'aimerais beaucoup que tu nous parles de la thérapie transpersonnelle parce qu'on connaît pas bien en fait cette psychologie-là qui est un peu particulière. Est-ce que tu peux nous parler de son histoire et ses spécificités et en quoi elle fait sens pour toi? Ok. Alors, la psychothérapie, ou on pourrait dire les psychothérapies transpersonnelles, c'est apparu à Esalen, aux États-Unis, dans les années 60-70, à la suite des psychothérapies et de la psychologie humaniste. C'est-à-dire que après les psychanalyses, les premières psychanalyses des psys ont vraiment voulu d'abord ajouter une dimension plus humaine aux psychanalyses, enfin à certaines, en tout cas celles du début, en considérant l'être humain non pas comme quelqu'un qui a des symptômes ou des problématiques, mais comme quelqu'un qui d'abord a un fond sain, un fond beau. Et ça, c'était nouveau pour les psychothérapies humanistes. Et tout de suite après, Abraham Maslow, qui est connu par sa pyramide des besoins, avec d'autres, dont Stanislav Grof, qui a créé la respiration holotropique, on en parlera tout à l'heure, ont créé les thérapies transpersonnelles en élargissant encore le regard sur l'être humain. C'est-à-dire l'être humain, bien sûr, peut avoir des problématiques, mais il est fondamentalement bon et il vit dans différentes dimensions, dont la dimension spirituelle, sa quête de l'essentiel, qui va devenir la base des thérapies transpersonnelles et qui va rencontrer assez vite pas mal de succès. Donc, les thérapies transpersonnelles, ça intègre les apports des psychanalyses, ça ne refuse rien parce que tout ça est très riche. Ça intègre les thérapies humanistes avec les modèles de l'inconscient, l'importance de l'archaïque, la place du corps et de l'émotion, et ça rajoute, on pourrait dire, ça ouvre sur les dimensions spirituelles et les dimensions mystérieuses de l'être humain. C'est Jung, du coup, il y a des ponts à faire avec sa psychologie à lui, c'est-à-dire ça part de ses travaux aussi? Bien sûr, sachant que c'est Jung qui a employé pour la première fois le mot transpersonnel, qui l'a inventé en quelque sorte. Une seule fois, il l'a employé. Et bien sûr que Jung a beaucoup inspiré les thérapies transpersonnelles, en particulier avec
On pense vite à la question des mandalas et de toutes les dimensions symboliques qu'il a expérimentées lui-même et puis qu'il a ouvert pour la thérapie. C'est une anthropologie de la conscience, comme toutes les autres thérapies, mais qui repose beaucoup sur la notion d'élargissement de la conscience. La thérapie transpersonnelle considère le chemin d'évolution comme un déploiement de la conscience qui va, en quelque sorte, en même temps et dans le même mouvement, éclairer l'archaïque, c'est-à-dire toutes les périodes précoces de nos vies humaines, et en même temps ouvrir l'accès au spirituel. Et pour ça, une de ses spécificités, c'est de proposer des expériences en état de conscience élargi. Elle peut avoir recours aux techniques de relaxation, mais aussi à toutes les techniques qui viennent d'Orient, avec toutes les méditations, pas mal de transes. Et puis elle utilise d'autres formes de transe encore, dont les techniques de souffle, comme la respiration holotropique, qui est en quelque sorte, comment je pourrais dire, le plus connu des thérapies transpersonnelles, qui est en avant. Sachant que beaucoup de thérapeutes ou beaucoup de thérapies incluent la dimension spirituelle, mais sans la revendiquer. Alors que les thérapies transpersonnelles revendiquent ça dans le sens où, en reprenant cette fameuse phrase, l'être humain n'est pas un humain sur un chemin spirituel, mais un être spirituel sur un chemin humain. Et ça change pas mal. Ça change pas mal le regard. Ouais. On n'oublie pas que, comme toutes les autres thérapies, l'anthropologie transpersonnelle se base également sur la relation, l'interdépendance, l'interconnexion, c'est-à-dire que l'être humain est perçu dans une globalité qui inclut les cellules, le corps, l'énergie, l'histoire personnelle, l'histoire collective, ainsi que la dimension sacrée ou spirituelle de l'existence. En quoi ça t'a parlé, ça, pourquoi tu en es arrivée là, toi? Alors moi, je suis arrivée un peu par hasard, même si j'étais déjà dans un cheminement intérieur. J'étais beaucoup investie dans le tai chi, je suis allée beaucoup en Chine. Donc j'étais en quelque sorte en recherche spirituelle. Et puis un peu par hasard, je me suis retrouvée dans un stage de respiration holotropique et j'ai eu un coup de cœur exceptionnel où je me suis dit, mais en fait, moi je veux faire ça professionnellement. Je veux accompagner les gens dans des états de conscience élargis. Ça m'a tellement apporté que j'ai pu finalement me former dans la première formation qui s'est faite en France en 95. Et j'ai travaillé, et ça fait 25 ans que je propose toujours de la respiration holotropique et d'autres formes de transe, et que c'est vraiment ce qui me nourrit moi-même le plus, et aussi là où j'ai l'impression d'être le plus efficace, hein, même si c'est une efficacité très humaine et très mystérieuse parfois. Quand tu parles d'état de conscience modifié, est-ce que tu peux développer un peu plus de quoi il s'agit pour des personnes non initiées? Bien sûr. Nous vivons dans un état de conscience à chaque instant. Nous sommes dans un état de conscience qui varie toujours. Si je suis en train de marcher dans la nature ou en train de faire mes comptes, c'est pas vraiment le même état de conscience. Si je suis en train de m'endormir, si je dors, si je me réveille, c'est d'autres états de conscience. Et pendant la nuit, avec le rêve ou avec certaines techniques, on a la possibilité d'élargir l'état de conscience, ou en tout cas de modifier, ce qui fait qu'on peut avoir accès à d'autres parts de nous-mêmes, ou même à d'autres parts du vivant. Par exemple, si je me détends complètement, mon état de conscience, ça va avec le cerveau, hein, va changer, et je vais par exemple avoir accès à des réponses pour ma vie, ou avoir accès à des
des choses qui s'apaisent ou qui se guérissent à l'intérieur de moi. Et ces états de conscience, dans le passé, ces expériences en état de conscience modifié ont été utilisées très régulièrement dans le monde entier, en fait, avec en particulier toutes les transes, que ce soit des transes induites par la danse, le mouvement, le chant, que ce soit des transes induites par des privations, par exemple le jeûne, les privations de nourriture, mais aussi de boissons, par exemple être dans le noir, etc. Tout ça, ça s'est toujours fait. Et ça a été, ces quelques derniers siècles, beaucoup dans nos sociétés, beaucoup interdit. Parce que ça va avec une forme de libération et on peut imaginer qu'on se libère, ça va pas à tout le monde, peut-être qu'on soit libre. En tout cas, ça a toujours existé dans toutes les traditions et les thérapies transpersonnelles ont rapporté ça. Maintenant, ça se développe beaucoup dans tous les milieux, même des milieux où il y a peu d'importance mise sur la spiritualité. Déjà, au niveau psychologique, pouvoir élargir son état de conscience, ça permet de prendre conscience, justement, et parfois d'apaiser, libérer pas mal de choses. Donc, les thérapies transpersonnelles sont proches aussi des chamanismes. Seulement, les vrais chamanismes, c'était dans des communautés particulières, c'était dans des contextes particuliers, très en lien avec la nature, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, nos chamanismes sont plutôt des retrouvailles avec la nature, un réenchantement de la nature que nous avions perdu avec la revalorisation du spirituel. Donc, pas mal de liens avec les chamanismes depuis toujours. Et aujourd'hui, dans le cadre de psychothérapie et de psychothérapie transpersonnelle, on a vraiment la possibilité d'offrir, c'est ce que tu avais vécu quand tu étais venu, des expériences de transe. Et c'est possible aussi en individuel, ça, en thérapie individuelle, ou c'est juste en stage, en groupe, c'est-à-dire une psychothérapie transpersonnelle, est-ce que ça inclut la respiration en séance individuelle comme ça, ou comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, bien sûr, on peut adapter la respiration holotropique à l'individuel. On peut pratiquer des techniques de souffle, des séances de souffle en individuel, même si la respiration holotropique a été mise au point pour le groupe. Parce que dans le groupe, elle intègre le collectif, elle intègre tout ce qui se passe entre les personnes très concrètement et très mystérieusement. Cependant, c'est une grande chance de pouvoir l'adapter à l'individuel. Soit pour les personnes qui ont des difficultés à aller dans le groupe, soit pour préparer à un travail de groupe, soit parfois simplement pour accompagner de cette manière parce que ça convient bien. Et c'est tout simple, c'est comme une forme de relaxation. Par exemple, on peut allonger les gens, on peut les faire respirer, mettre de la musique, et ils vont avoir une sorte de voyage qui va leur parler d'eux-mêmes. La respiration holotropique, j'en avais pas parlé avant, mais c'est vraiment une magnifique pratique qui inclut le travail de groupe, quand on l'a fait en groupe, le souffle, la musique, et puis ça se pratique quand on le pratique traditionnellement en duo. Donc il y a à la fois l'expérience de plonger à l'intérieur de soi, et puis aussi l'expérience d'accompagner le voyage de quelqu'un. Et ça, c'est une expérience qui peut être extrêmement forte parce qu'on est près de quelqu'un qui nous fait confiance comme gardien, parce qu'on ne peut pas deviner ce qu'il ou elle vit, mais on est là en offrant une présence et en regardant l'humain dans cette personne et dans le groupe, et ça peut être très touchant. Et du coup, la respiration holotropique, ça a été créé comment? Enfin, comment on l'a découverte? Comment ça se passe? Alors, la respiration holotropique, donc, elle est née aussi des Salènes à la même époque, dans les débuts des années 70, mise au point par Stanislav Grof
et sa femme Christina à l'époque. Elle est décédée aujourd'hui. Donc, dans ce creuset qu'était ce centre Esalen, il y a eu en même temps la naissance du rebirth ou rebirthing avec Léonard Orr et la naissance de la respiration holotropique. La respiration holotropique est inspirée directement de techniques traditionnelles dans le sens où elle utilise la musique et le souffle. Stan Grof a aussi rajouté la question des mandalas, c'est-à-dire qu'après l'expérience, les respirants sont invités à dessiner, à mettre des couleurs plutôt qu'à parler pour qu'il y ait une progression dans le retour au quotidien. Les personnes donc vivent l'expérience, elles sont invitées à mettre des couleurs, à dessiner et ensuite seulement à mettre des mots pour ne pas revenir trop vite dans le mental. Et il y a la question des duos donc, dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est le dispositif de base. Beaucoup de gens pratiquent d'autres techniques de souffle qui s'inspirent de la respiration holotropique ou du rebirth, qu'ils ont nommé autrement. Donc on voit beaucoup de respiration aujourd'hui, sachant que le rebirth et la respiration holotropique sont à la base de tout ça. Parle un peu de la différence avec le rebirth. Oui, alors c'est un peu délicat parce qu'il y a des tas de sortes de rebirth, rebirthing, respiration consciente aujourd'hui. Mais les différences principales qu'on peut voir, c'est que d'abord la respiration holotropique dure plus longtemps, beaucoup plus longtemps qu'une séance de rebirth. Ensuite, il y a automatiquement de la musique, ce qui n'était pas le cas au départ du rebirth et ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, on demande pendant les séances de rebirth de garder un souffle particulier tout au long de l'expérience. Alors qu'en respiration holotropique, la respiration plus ample et accélérée dure le temps que l'expérience commence, en quelque sorte, le temps qu'il se passe quelque chose pour la personne, et ensuite on peut la lâcher et laisser le souffle absolument libre. Par contre, on peut reprendre le souffle à d'autres moments dans l'expérience. Voilà. Donc, c'est ces trois différences, la durée, la musique, et puis la technique elle-même du respiration. Et juste, on n'est pas là pour parler du rebirth, mais rebirth, donc ça veut dire renaître, renaissance. C'est métaphorique, renaissance, ou c'est vraiment qu'on revit le passage Alors, très souvent, dans les expériences de transe, quelles qu'elles soient, les personnes recontactent ou contactent, ce serait peut-être plus juste, des processus de naissance. En tout cas, là où il y a de la métaphore pour le rebirth ou la respiration holotropique, c'est que on peut dire que dans un cheminement intérieur, un cheminement d'évolution, on peut chercher une renaissance au sens large, c'est-à-dire naître à nouveau différent, transformé, agrandi, entier, je ne sais. Ça, c'est juste. Ensuite, dans la réalité, par exemple de respiration holotropique, il y a beaucoup de gens qui vivent en partie ou en toute des processus de naissance. Et au-delà de ça, Stan Grof, qui a étudié les états de conscience élargis pendant des années, pendant des dizaines d'années, a créé une sorte de vision de la conscience qui dit que tous nos passages de vie sont liés à notre passage de naissance. C'est-à-dire que notre passage de naissance crée une matrice, et dans ce cas-là, il cite 4 matrices qui servent de modèle inconscient à nos passages différents de la vie, dans la vie, que ce soit des passages d'âge, par exemple, avec l'adolescence, la retraite, je ne sais quoi, ou des passages dans la vie où on change de vie, de conjoint, je ne sais. D'après Grof, et c'est vraiment une participation qu'il a eue à la psychologie transpersonnelle énorme, il y a 4 matrices qui correspondent à notre naissance et que nous allons rencontrer à nouveau pas mal de fois dans la vie, peut-être jusqu'à la mort.
Mhm. C'est quoi ces matrices La première matrice correspond aux 9 mois dans le ventre, avant les premières contractions. Alors, ça peut être une matrice magnifique ou une matrice difficile, bien sûr. La deuxième matrice, c'est les premières contractions quand le col de l'utérus n'est pas encore ouvert. La troisième matrice, c'est quand le col est ouvert et que le bébé passe dans la filière pelvogénitale. Et la quatrième, c'est la sortie vraiment. Mm. Et Groff a étudié vraiment ces 4 matrices comme étant des modèles et aussi comme étant vraies et agissantes à tous les niveaux de l'être, c'est-à-dire aussi bien au niveau corporel, énergétique, psychologique et même spirituel. Je donne un exemple, par exemple un bébé, un fœtus du coup qui est dans l'utérus, où tout se passe bien avec une mère qui est dans l'amour, qui est dans le lien avec lui, etc. Ce bébé, bien sûr, va se développer la plupart du temps très bien. Il va la plupart du temps vivre quelque chose de plutôt agréable et parfois même, ou souvent, il va vivre une sorte d'extase, d'une sorte de paradis. Donc, voilà. Donc, pour la deuxième matrice où le col n'est pas encore ouvert et où il y a déjà des contractions, là, c'est physiquement apparemment plutôt douloureux. Ensuite, il y a une forme de perte de sens parce qu'il n'y a pas d'issue, c'est-à-dire il y a quelque chose qui pousse mais il n'y a pas d'issue. Donc il y a une sorte de, oui, je pourrais dire de perte de sens, de sensation d'impasse qui aussi au niveau psychologique et au niveau spirituel va marquer la personne. Si cette phase de l'accouchement dure trop longtemps, eh bien, on peut imaginer que ça va marquer plus que les autres phases, par exemple. La troisième matrice, c'est la matrice du passage. Donc là, le col est ouvert et apparemment, l'enfant est partie prenante de ce qui est en train de se passer. Donc, c'est plutôt une matrice de combat, de lutte. C'est une matrice où il s'agit d'avancer pour survivre. Et à un niveau, alors il y a tous les niveaux, mais à un niveau symbolique ou archétypal, c'est là, et on voit beaucoup ça en respiration holotropique, c'est lié à ça en tout cas que les gens vivent des sortes de combats de gladiateurs ou de chefs en haut d'une colline. C'est assez lyrique, c'est assez magnifique quand on l'entend raconter. Et la dernière phase, c'est la phase de libération, quand le bébé sort. Et là, il y a beaucoup de lumière et ça peut être lié à une sorte de réalisation, à une sorte d'illumination, d'éveil qui sont magnifiques. Je peux pas m'empêcher de penser à l'épisode de podcast que j'ai enregistré avec Michel Audin, qui est un ancien chirurgien qui a passé toute sa vie à comprendre la physiologie de l'accouchement et qui dénonce aujourd'hui l'épidémie de déclenchement de l'accouchement pour bébé trop gros, pardon, pour bébé trop gros ou X ou Y raison, qui font que beaucoup de femmes sont déclenchées dans leur accouchement. Donc, je pense à ça quand tu me racontes toutes ces phases parce que au final, combien de bébés aujourd'hui connaissent toutes ces phases de l'accouchement entre les déclenchements et les césariennes? Moi, je crois, et moi, je suis Michel Audin depuis 45 ans quand j'ai eu ma première fille. Ouais. Donc, je crois comme lui que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, bien sûr, il y a des interventions chirurgicales ou médicales qui sont vraiment nécessaires, mais il y a toutes celles qui pourraient être évitées et qui, on peut l'imaginer, privent l'enfant et la mère d'étapes très importantes. Et pour l'enfant, d'étapes peut-être pour toute sa vie, quoi. C'est terrible.
Ouais, c'est terrible. Ouais. Donc on se demande comment ça se passe, toutes ces choses-là, à la lumière de comment ça se passe aujourd'hui, tous ces travaux à propos des matrices, quoi. Comment ça se, au-delà de ce qui se passe physiquement, il y a aussi tout cet aspect psychologique et spirituel finalement qui est peut-être modifié en fait par ces naissances-là modernes. Je pense que c'est modifié, hein. Il y a déjà les césariennes qui existent depuis très longtemps, mais déjà les personnes qui sont nées par césarienne, dans des expériences en état de conscience élargie, souvent on s'en aperçoit. Parce qu'en fait, dans leur corps, elles ne cherchent pas l'appui de leur tête, de leurs pieds. On peut le sentir. On peut vraiment le sentir. Et parfois, ces personnes arrivent dans une respiration holotropique ou d'autres formes de transe, arrivent à vivre un passage plus habituel, c'est-à-dire comme si elles passaient par un vagin. Et c'est des étapes très, très importantes dans leur vie. Ouais. Comme si elles naissaient vraiment à ce moment-là. Hmm. Parce que quoi, du coup, qu'est-ce qui leur manquerait enfin, qu'est-ce qu'elles auraient vécu qui pourrait manquer dans leur vie, ces enfants Oui. qu'on a finalement retirés du ventre. Oui, ce qui pourrait manquer pour tous, c'est la traversée du couloir pelvogénital, c'est-à-dire la lutte, le combat, la possibilité de combattre, de trouver sa force pour avancer. Ça pourrait, hein, je ne vais pas généraliser. Et peut-être même pour d'autres, puisque ça va être fait avant les premières contractions ou en supprimant les premières contractions, ça peut-être leur éviter l'angoisse des premières contractions, d'être enfermé, et peut-être la gestion de ça. Ce sont des hypothèses, mais c'est des hypothèses qui sont intéressantes à creuser. Moi, je suis plus une praticienne, plus une clinicienne qu'une chercheuse, mais j'ai des milliers de respirations holotropiques et de trans à mon compte, et j'observe beaucoup de choses quand même. Et justement, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de ces séances-là et de ces états de conscience élargie? Oui, alors dans ces états de conscience, bon, particulièrement avec la respiration holotropique, on observe déjà différents types d'expériences. Mais avant d'observer différents types d'expériences, on observe différentes façons de s'abandonner à l'expérience ou de ne pas s'abandonner à l'expérience, hein. Parce que pour que l'état de conscience se modifie, s'élargisse, il s'agit de lâcher prise, de lâcher un contrôle. Alors, on est aidé par l'induction, une induction à la relaxation, puis à la respiration. On est aidé par la musique, mais selon nos organisations psychologiques et nos mécanismes de défense et protection, Ouais. on peut avoir du mal à lâcher. Donc il y a déjà cette première étape qui ne concerne que peu de personnes, parce que la plupart vont, avec cette pratique, lâcher très facilement. Celles qui ne lâchent pas, on va devoir les aider, souvent les rassurer. Il s'agit souvent de rassurer parce qu'il peut y avoir beaucoup de peur, et c'est légitime qu'il y ait des peurs. Aller dans l'inconnu, ça crée des peurs. C'est légitime. Quand les peurs prennent le dessus, on va s'en occuper. Après, les différentes expériences qu'on peut observer, c'est très simplement des expériences corporelles, c'est-à-dire que la personne va ressentir dans son corps des choses nouvelles ou inhabituelles. Je me rappelle, moi, d'une expérience où j'ai senti tous les petits muscles de mon corps d'une manière très, très fine. C'était assez dingue, des tas de muscles que je ne connaissais pas, dont j'ignorais complètement l'existence. Une expérience qui m'a mise dans le corps de manière beaucoup plus entière, qui était magnifique. Ça peut être rencontrer son pied ou son genou, bref, tout ce qui concerne le corps. Ensuite, il y a des expériences qu'on appelle énergétiques. Énergétique, ça veut dire que, par exemple, une personne va sentir beaucoup ce qui se passe au niveau du cœur. Donc, nous, on sait que c'est le chakra du cœur, qu'elle a un centre énergétique important. Il va se passer plein de choses là qui vont sans doute ouvrir
sur une nouvelle façon d'être dans le corps, dans la vie, où moi j'ai vécu tous les chakras qui s'ouvraient, qui tournaient depuis le bas jusqu'en haut. Ça peut être aussi l'énergie qui soudain se met à circuler dans un endroit du corps où c'était assez bloqué. Ça, c'est des expériences énergétiques. Il peut y avoir des expériences énergétiques très spirituelles, on verra après. Ensuite, il y a toutes les expériences biographiques. De manière magique, parfois les expériences en état de conscience élargie, quand je dis magique, c'est avec des guillemets, nous apportent, nous ramènent des souvenirs. Donc peut-être c'est un souvenir de la semaine dernière, ou peut-être c'est un souvenir d'enfance, de toute petite enfance même, qui avait été oublié, ou qui avait été, ce qui est peut-être la même chose, mis dans un coin parce que pas possiblement intégrable. Je pense à un petit garçon qui retrouve tout d'un coup son papa alors qu'il est petit, qui rentre du travail et puis il court pour lui sauter dans les bras et son papa le repousse. Donc ce souvenir, il était peut-être oublié ou peut-être non, mais en tout cas, il n'avait pas pu être entièrement vécu. Et au moment où son papa l'a repoussé, il n'avait pas pu pleurer ni dire quoi que ce soit. Et là, dans l'expérience, ce petit garçon, devant le rejet de son père, contacte une tristesse immense, un chagrin immense, et il va pouvoir pleurer, peut-être pleurer très longtemps. Donc toutes les expériences biographiques, de souvenirs, vont permettre de vivre plus entièrement l'expérience, et en ça, vont pouvoir dénouer quelque chose qui était resté noué. On peut imaginer que le chagrin de l'enfant était resté bloqué dans un coin et que depuis sa petite enfance, il avait dû mettre de l'énergie pour le garder bien fermé. Hein, c'est la façon de voir de toutes les thérapies corporelles, psychocorporelles. Donc il y a tous ces souvenirs biographiques, des souvenirs oubliés, donc qui peuvent apparaître. Tiens, mais jamais je n'avais pensé à ça, mais c'est vrai, je me souviens que même des souvenirs de bébé. Hein. Pardon. Et puis, il y a les expériences, donc, et ça c'est le travail de Grof, périnatales, qui sont donc très importantes pour lui, puisque ce sont les premières expériences d'incarnation, et qu'apparemment, d'après Grof, elles marquent vraiment profondément notre vie. Donc les expériences périnatales, c'est les personnes qui peuvent contacter une de ces 4 matrices, tout ce qui est autour de la naissance. Hein. Par exemple, recontacter le ventre de la mère quand elle a perdu son père étant enceinte, ça arrive assez souvent. Oh, j'étais dans le ventre de ma mère, tout allait bien, et puis tout d'un coup ma mère a été très très triste et son père venait de mourir. Donc il y a des gens qui retrouvent ces sortes de choses. Ça peut être le paradis qu'était ce ventre, et puis n'importe quelle étape de la naissance. Ce qui est intéressant dans ces expériences périnatales, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'elles peuvent être contactées à un niveau très corporel, psychologique ou transpersonnel, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà du personnel. Hein. Par exemple, de manière très symbolique. Des personnes peuvent se retrouver comme un dauphin nageant dans la mer. Il y a souvent des dauphins, des choses comme ça. Donc, à la fois, ça peut être la matrice 1, à la fois, ça peut être un contact avec les êtres dauphins, etc., etc. Donc, les expériences périnatales sont légion. Ouais. Et puis, il y a toutes les autres expériences qu'on appelle les expériences transpersonnelles, qui sont donc au-delà. Donc, les expériences transpersonnelles au-delà, ça va de... Je vais en citer quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est les expériences de médiumnité, par exemple. Ça peut être... c'est arrivé déjà à une personne qui est dans son expérience et tout d'un coup, elle sait que son fils a un problème à 3000 km et par la suite, c'est vérifié, par exemple. Hein. C'est les expériences d'identification
aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Moi, je dis souvent, parce que ça m'a beaucoup frappé, que dans une de mes premières respirations holotropiques, j'ai vécu être une falaise. Donc pour moi, qui bouge tout le temps, je bouge un tout petit peu moins, qui est plutôt légère, etc., être une falaise, c'était absolument incroyable avec tout ce que j'ai vécu. J'étais une falaise, hein. J'ai aussi été une fleur, une lionne. Donc il y a des expériences d'identification animale assez fréquentes aussi, qui sont, pour moi, qui ont été magnifiques en tout cas. Comme expérience transpersonnelle, il y a les expériences transpersonnelles ultimes, on va dire, c'est les expériences spirituelles. Hein. Être une falaise, c'est transpersonnel, c'est pas forcément spirituel. La spiritualité, après, on n'a pas tous les mêmes vocabulaires, hein, mais la spiritualité, c'est quand on est vraiment en contact avec ces espaces de lumière, d'amour, avec ces espaces d'interconnexion, comme je disais tout à l'heure, avec l'univers, etc. Et puis, ça peut être des expériences spirituelles liées à une tradition ou non. En thérapie transpersonnelle, on n'est pas attaché à une voie particulière. C'est plutôt ouvert à toutes les voies. Et les voies sont souvent personnelles, même s'il y a des voies collectives. Ça me fait penser, quand tu racontais ces identifications à un animal, ça me faisait penser, tu dois connaître certainement l'expérience de Corinne Sombrin, Oui. qui était partie en Mongolie et qui s'est retrouvée dans une cérémonie chamanique, et alors que voilà, elle était pas du tout initiée, et puis elle s'est retrouvée à faire le loup. Et on peut se dire que c'est finalement ce même type Absolument. d'expérience, mais dans des circonstances différentes, quoi. Absolument. Absolument. Mm. C'est intéressant d'en parler. En même temps, c'est difficile de parler de tout ça parce que la conscience est infinie. Donc, on peut avoir accès à tout ce qui est. Et sans doute qu'une grande partie de ce qui existe nous échappe. Hein. Mais c'est pour moi qui était plutôt depuis toujours dans une recherche de liberté. Les états de conscience élargis, ça offre une grande liberté. Hein. Beaucoup, beaucoup de possibles. Même si la recherche, c'est pas de multiplier les expériences, hein, parce que ça serait une forme d'addiction, mais c'est vraiment d'aller vers une vie plus entière, plus profonde, et vers une spiritualité incarnée dans nos vies quotidiennes. Mm. Ouais, justement, qu'est-ce que ça apporte au quotidien, à la vie en général? Alors, les expériences de ce type, déjà au niveau psychologique, peuvent apporter beaucoup parce qu'on peut guérir ou en tout cas apaiser, accueillir des parts de nous qui étaient inconscientes ou qui étaient difficiles. Et ça, plus on est entier, plus ça facilite la vie. Plus surtout le corps peut être détendu, l'esprit plus calme et le cœur s'ouvrir. Donc déjà au niveau psychologique, ça apporte beaucoup. Ensuite, le fait de faire des expériences transpersonnelles, spirituelles, je crois que ça développe une humilité, une simplicité devant l'infinité de formes dans l'univers. Et ça, je trouve que sur un chemin humain, c'est très précieux. Humilité, simplicité, et puis une ouverture, une compassion aussi pour tous les êtres. Ça a été beaucoup dit dans le bouddhisme, mais aussi chez les chrétiens, l'ouverture à l'autre, mais à l'autre, tous les autres, hein, que ce soit les êtres humains, que ce soit une fleur, une plante, l'univers, cette ouverture associée à la simplicité, à l'humilité, ça simplifie la vie et puis ça permet d'être en contact avec soi de manière plus profonde et aussi avec tout ce qu'on peut rencontrer.
Oui, on est dans une société qui est justement coupée de plus en plus de cette partie-là, en fait, de cette spiritualité, de ce sacré. Donc cette connexion, enfin, on peut comprendre aussi le manque de connexion, de relation. Enfin, je pense à Gwenaëlle, justement, Percio, avec qui j'ai enregistré le podcast, qui disait qu'on était vraiment dans une société évitante, quoi, coupée des émotions, coupée des autres. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de travail à faire finalement de reconnexion avec cette partie-là individuellement pour qu'on puisse collectivement être plus connectés. Oui. Et moi, je crois aussi beaucoup au groupe parce qu'il y a cette possibilité de se connecter individuellement et avec d'autres. Et je pense que les groupes manquent beaucoup. Les groupes avec un esprit de bienveillance et d'ouverture, ça se développe dans les thérapies et c'est une très bonne chose. Parce qu'effectivement, en particulier thérapie transpersonnelle, on pourrait dire d'une certaine manière que c'est complètement contradictoire avec notre monde. Et on pourrait dire aussi que c'est une grande chance qu'il y ait ça. Et d'ailleurs, ça a beaucoup de succès. Moi, je vois, j'ai beaucoup de gens dans les stages et depuis toujours et de plus en plus. Je pense que les gens viennent pour l'état de conscience élargi, pour la transe et pour le groupe, hein, pour partager autrement que ce qui nous est proposé dans ce monde. Ouais. Avec cette prise en compte de toutes nos dimensions et sans oublier dans toutes nos dimensions la dimension très concrète, très simple de maintenant avec ceux qui sont là. Oui, c'est vrai. Moi, je me souviens de... Bon, c'est un peu loin maintenant, mais je me souviens de... J'ai même du mal à le nommer. J'essayais d'en parler la dernière fois à mon mari et j'arrive pas à lui expliquer avec des mots ce qui pouvait se passer dans ces stages, en fait. C'est assez spécial. On a vraiment l'impression de rencontrer les autres de façon authentique. Et c'est ce que je ressens aussi, moi, en tant que psychologue et dans les thérapies individuelles, j'ai le sentiment d'être en connexion avec l'autre et avec la partie vraiment sincère et authentique de la personne. Et là, du coup, ben, dans les groupes comme ça, ce qui se passe, c'est vraiment ça, mais démultiplié, quoi. Il se passe, Oui. c'est encore plus fort, j'ai envie de dire. Enfin, donc c'est vraiment hyper intéressant. Ça fait vraiment partie, je trouve, de l'expérience, comme tu dis. C'est pas seulement la transe individuellement, c'est aussi cette rencontre-là, quoi. Oui. Sachant que dans le groupe, il y a aussi tout ce qui se passe, même énergétiquement, entre les gens. Et puis, s'il y a un peu d'attention de la part du thérapeute, de l'animateur, autour des relations, alors là, ça prend une dimension très puissante, à la fois très simple et très puissante. Les derniers stages que j'anime maintenant, je les appelle trans et relations. Parce que je crois vraiment que on a chacun une responsabilité quand on peut vivre ça en groupe, d'emmener au moins une petite goutte d'eau dans le monde. Une petite goutte d'eau d'authenticité, comme tu disais, de simplicité, d'ouverture, sans que ça soit... c'est pas du tout cuit les petits oiseaux, hein. C'est la réalité de soi-même, de l'autre, du groupe. Et moi, j'ai foi en ce travail. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être, tu fais bien de le préciser, il y a peut-être des personnes qui vont nous écouter puis qui vont se dire, ouh là là, c'est quoi ce truc? Peut-être un peu, voilà, un peu éthéré. Bon, voilà, c'est une expérience forte, mais c'est fait avec beaucoup de sérieux, hein. Moi, j'ai pu l'expérimenter. Je pense que c'est important de le préciser. Oui, il faut pour pouvoir proposer des états de conscience élargis, ce type d'expérience, tout type de transe. Il faut des formateurs, des animateurs formés, hein, parce que ça s'apprend. Et puis, il faut poser un cadre, il faut qu'il y ait un cadre très simple et en même temps très clair, très contenant. Et ce cadre est tout simple, hein, c'est confidentialité, c'est-à-dire on ne parle pas à l'extérieur des autres personnes. Par contre, on peut raconter tout ce qu'on fait, il n'y a pas de secret. Et puis, pas de sexualité pendant le stage ou de séduction, pas de violence.
et on reste là. Donc, c'est des règles très simples, mais qui suffisent à rassurer la plupart des gens et du coup à créer une atmosphère conviviale où chacun se respecte. Et c'est le début, ouais. C'est vrai que c'est bien de se former. La respiration holotropique en France, maintenant, on se forme sous la on forme sous la houlette de Stan Grof, ce qui est magnifique. On est très heureux de contribuer à ça avec lui. Et c'est au Césum, l'école du Césum. Elle est où cette école? Elle est en région parisienne. Okay. Et moi, depuis déjà 2006, je forme à la respiration holotropique avec un co-formateur. Aujourd'hui, c'est Jean-Frédéric Motchan. Et nous, on forme entre Lyon et Genève. Et Bernadette Blin et Nicolas forment en région parisienne. Et il y a beaucoup de demandes pour ça aujourd'hui. Et je me réjouis parce que plus il y aura de gens qui feront ça et qui feront ça sérieusement, plus ça gardera cette ouverture sur le transpersonnel et sur le spirituel dont le monde a tant besoin. Oui. Elle y est, mais il y a tellement d'autres choses qui freinent. Ouais, c'est ça. Il y a un couvercle un peu dessus qui est même volontairement mis dessus. Et c'est vrai que je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à se reconnecter à tout ça. À se reconnecter aussi à la nature. Je parlais tout à l'heure des chamanismes, c'est la grande mode du chamanisme. Et c'est bien parce que ça reconnecte à la nature, ça reconnecte à des rituels dont je n'ai pas parlé, mais en thérapie transpersonnelle, on utilise aussi pas mal de rituels adaptés dans le cadre de psychothérapie, Donc les chamanismes nous permettent de recontacter beaucoup de choses, mais il y a souvent une confusion et les gens peuvent se prendre pour des chamans un peu trop vite. Pour avoir rencontré des vrais chamans, moi, nous ne serons pas des chamans. Nous pouvons être des thérapeutes qui utilisent des pratiques chamaniques, ça serait plus juste à dire. Quand tu parles de rituel, tu parles de quoi? Rituel, ça veut dire des dispositifs organisés très clairement pour accompagner des passages. Par exemple, dans les stages jeunes, par exemple les stages ados et jeunes adultes que je propose avec Manu Friedli, que tu connais aussi, donc depuis 2007, on propose souvent des rituels de passage. Par exemple, je me souviens d'un hiver où il y avait beaucoup de neige. Le rituel, ça a été d'être par petits groupes et de marcher dans la neige le plus loin possible. Il y avait de la neige jusqu'aux genoux, pieds nus. Donc ce sont des rites d'initiation, des rites de passage. Ça peut être rester tout seul dans la forêt pendant tout un temps, sans bouger, sans parler. Ça ressemble aux quêtes de vision qu'il y a dans les chamanismes. Bon, ça peut être traverser un couloir de matelas bien serré comme une matrice 3. Donc, c'est des dispositifs. Je me souviens de ça, tiens. Tu l'avais fait, ça? Ah, oui. D'accord. Oui, je me souviens, oui. Ouais. C'est des dispositifs qui sont censés tester ou appeler le courage de la personne qui va oser faire quelque chose, oser peut-être dire quelque chose, et qui va lui permettre de gagner en confiance et de gagner une petite partie d'elle qui n'était pas encore vivante ou présente. Il y a des rituels de groupe aussi, il y a des ritualisations, par exemple ritualiser la parole avec le bâton de parole. Beaucoup de choses sont possibles et ces rituels sont très importants parce qu'ils contiennent. Ils donnent de la sécurité, ils contiennent. Si c'est en groupe, ils rassemblent le groupe et ils peuvent ainsi rassurer d'une façon, ils peuvent encourager et aussi ils donnent accès au symbolique. Souvent dans un rituel, il y a une petite bougie et c'est du symbolique sans qu'il soit rattaché à une tradition, une religion particulière, bien sûr. Dans les religions, il y a beaucoup de rituels. Mais nous, on n'est pas dans un cadre religieux. On est dans un cadre psychothérapeutique. Mais ça donne à voir quelque chose de mystérieux, parfois.
Les sens sont souvent appelés, s'il peut y avoir un beau parfum, s'il peut y avoir des jolis objets, etc., etc. Une belle odeur. Ça va aller toucher des endroits très subtils, comme le font les sens, hein, et ouvrir sur des dimensions peut-être transpersonnelles. Ouais. Merci beaucoup, Brigitte, pour ton témoignage et ton partage. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu parler de ça dans le podcast. J'avais pas encore abordé la spiritualité et puis cette partie-là de psychologie qui est assez méconnue. On comprend que dans notre société qui a vraiment perdu ce lien au sacré, ou même l'existence a perdu parfois son sens, on comprend la pertinence d'inclure cette dimension spirituelle dans la thérapie. Donc vraiment merci à toi de nous avoir parlé de tout ça. C'était avec grand plaisir, Chloé. Vraiment. Grand merci. À bientôt, Brigitte. Merci à toi, Chloé. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.